Derrière l'âge d'or d'Hollywood scintillaient des récits plus sombres, des décès inexpliqués, des scandales étouffés et des secrets chuchotés jamais destinés au feu de la rampe. Ces récits énigmatiques de stars dont les vies se sont brusquement terminées hantent encore Tinseltown, soulevant des questions troublantes. La célébrité cachait-elle des vérités sinistres, entrées dans les ombres où le rideau ne se ferme jamais complètement et où les dernières scènes restent à jamais non écrites? Karl Alfalfa Switzer, 1959. Éternellement immortalisé comme le garnement au visage de taches de rousseur dans les courts-métrages Our Gang, Karl Switzer a eu du mal après que sa célébrité d'enfance s'est estompée. À la vingtaine, il jonglait avec des petits rôles d'acteurs, des missions de dressage de chiens et des activités annexes douteuses. Le 21 janvier 1959, Switzer et son ami Jack Piot ont rendu visite à la maison de banlieue de Los Angeles de Moses Bud Stilts, un camarade de chasse qui devait $50 à Switzer pour une récompense de chien perdu. Les témoignages divergeaient radicalement sur la suite des événements. Stilts affirma que Switzer, ivre et agressif, frappait à la porte, brandissait un couteau à cran d'arrêt et menaçait de le tuer. Stilts tira avec un revolver 38 en légitime défense, une balle déchirant l'aine de Switzer et rompant une artère. Piot a témoigné que Switzer avait seulement frappé bruyamment en demandant le paiement et sorti un couteau pliant après que Stilts ait sorti une arme. Un témoin adolescent à l'intérieur de la maison a affirmé plus tard que Switzer avait simplement frappé, puis s'était battu avec Stilts pour l'arme avant qu'elle ne se décharge. La police a trouvé un canif sous le corps de Switzer et un trou de balle dans le plafond, preuve d'un tir de sommation, mais aucune empreinte digitale sur le couteau. Un jury de coroner a conclu à un homicide justifiable après une seule après-midi d'audience. Aucun procès formel n'a eu lieu. Des amis ont insisté que Switzer portait le couteau comme un outil, pas comme une arme, et qu'il avait récemment obtenu des rôles d'acteurs prometteurs, sapant ainsi les affirmations selon lesquelles il était suicidaire ou imprudent. Stilts a vendu la maison et a évité la presse. Switzer a été enterré au Hollywood Forever Cemetery, sous une modeste plaque indiquant « Fils bien-aimé Alfalfa ». Des décennies plus tard, des chercheurs ont demandé une réouverture de l'enquête, citant des rapports de police incohérents et des tests balistiques manquants. Mais les autorités ont refusé, l'affaire étant classée depuis longtemps. Ainsi, un garçon qui fit rire des millions mourut dans un brouillard de témoignages contradictoires. Une autre victime de la transition impitoyable d'Hollywood, de la lumière à l'ombre, où même la vérité peinait à se faire entendre. Thelma Todd, 1935. Surnommée Hot Toddy pour son timing comique pétillant, Thelma Todd possédait le café-terrasse à 2 niveaux perché au-dessus des Pacific Palisades Surf. Le 16 décembre 1935, l'actrice de 29 ans fut découverte affaissée derrière le volant de son Lincoln convertible marron chocolat dans le garage attenant du café. Le moteur avait longtemps refroidi, mais la robe de soirée élégante de Todd et son vison empestaient encore les gaz d'échappement. Le coroner a mentionné une intoxication au monoxyde de carbone, pourtant des ecchymoses sur sa lèvre, un cartilage nasal fracturé et du sang sur sa robe, suggérant la violence. La nuit précédente, Todd a assisté à une fête glamour organisée par le réalisateur Roland West, son partenaire commercial et amant présumé. Des témoins ont rapporté une querelle. West voulait que Todd limite ses sorties nocturnes, craignant que cela ne nuise au bénéfice du café. Le gangster, Charles Lucky, Luciano rôdait également en périphérie, pressant Todd d'autoriser une salle de jeu illicite à l'étage. Elle l'aurait rembarré avec sarcasme. Les enquêteurs ont noté que la porte latérale du garage était verrouillée de l'extérieur, ce qui implique que quelqu'un d'autre l'a scellée. Pourtant, un grand jury a jugé la mort accidentelle, concluant qu'elle s'était évanouie en réchauffant la voiture après avoir été enfermée à l'extérieur de son appartement. Des rumeurs circulaient que West, dans une rage jalouse, l'avait frappé et avait organisé la scène, ou que Luciano avait ordonné un coup de la mafia déguisé en accident. Des années plus tard, West aurait avoué sur son lit de mort « J'ai tué Thelma », bien qu'aucun document écrit n'existe. Le café sur la colline se tient toujours, sa façade art déco usée par le temps, ses fenêtres supérieures regardant éternellement l'océan, et le fantôme d'une blonde glacée qui n'a jamais eu son dernier rire. George Reeves, 1959. Lorsque la police est arrivée au 1579 Benedict Canyon Drive le 16 juin 1959, elle a trouvé le Superman de la télévision étendu nu sur son lit. Un Luger de 30 calibre à ses pieds, une balle logée dans le plafond. En bas, la fiancée,
La fiancée Leonor Lemon et les invités de la fête ont continué à boire, affirmant avoir entendu un coup de feu, peut-être deux. La police de Los Angeles a déclaré le décès quelques heures plus tard, invoquant la prétendue dépression de Reeves, due à une carrière en suspense. Cependant, de nombreuses incohérences ont émergé. Pas d'empreinte digitale sur le pistolet, des ecchymoses sur la tête et la poitrine de Reeves, des brûlures de poudre qui ne correspondaient pas à la longueur du canon du pistolet. La balistique a révélé 2 trous de balles supplémentaires dans le sol de la chambre, inexpliqués par les enquêteurs. Reeves avait récemment ravivé son optimisme. Il avait négocié un retour dans Adventures of Superman et obtenu de nouveaux rôles au cinéma. Son réseau romantique complexe a intensifié les soupçons. Pendant des années, il avait eu une relation avec Toni Mannix, épouse d'Eddie Mannix, le fixeur de MGM, un homme supposé usé de la force mafieuse pour le studio. Reeves a mis fin à la liaison pour épouser Lemon. Les chroniques de Potin bourdonnaient que Toni avait le cœur brisé, Eddie enragé. Certains témoins affirment que les gardes du corps de Mannix ont suivi Reeves dans les semaines précédant sa mort. La propre déclaration de Lemon a changé. Elle a plaisanté. Il monte à l'étage pour se tirer une balle, quelques instants avant le coup de feu, puis a nié plus tard avoir entendu quoi que ce soit. Une deuxième autopsie en 1999 a révélé des ecchymoses inexpliquées, mais des preuves insuffisantes pour annuler la décision. Des livres comme Hollywood Kryptonite soutiennent que Mannix a commandé un meurtre. D'autres accusent Lemon dans une confrontation alcoolisée. Au final, la disparition de l'homme d'acier reste enveloppée d'un doute plombant. Preuve que même les super-héros ne peuvent échapper à la gravité mortelle des intrigues hollywoodiennes. Marilyn Monroe, 1962. À 4h25 du matin, le 5 août 1962, le docteur Ralph Greenson a regardé à travers la fenêtre de la chambre de Marilyn Monroe, l'a brisée avec un tisonnier, et a trouvé l'actrice nue, face contre le sol, serrant un téléphone. Des bouteilles vides de Nambutal alignaient la table de nuit. Pourtant, l'autopsie n'a trouvé aucun résidu dans son estomac, suggérant une administration par suppositoire ou par injection. Monroe avait passé les derniers mois à osciller entre l'espoir, de nouvelles propositions de film, une romance ravivée avec la star du baseball Joe DiMaggio, et le désespoir alimenté par les barbituriques, dépendance. Des journaux intimes et des fichiers du FBI laissent entrevoir des liaisons avec le président John F. Kennedy et le procureur général Robert Kennedy. Des voisins ont signalé avoir entendu un hélicoptère atterrir près de sa maison à Brentwood quelques heures avant sa mort. D'autres affirment avoir vu Robert quitter la propriété. La chronologie de l'employé de maison Ernest Murray a changé à plusieurs reprises, disant d'abord qu'elle avait découvert Monroe à minuit, puis à 3 heures du matin. Pourquoi Murray a-t-elle lavé les draps avant l'arrivée de la police? Pourquoi le journal intime de Monroe manquait-il? Le sergent Jack Clements du LAPD, premier sur les lieux, a noté que tout semblait trop en ordre, comme si c'était mis en scène. Le coroner Thomas Noguchi s'est interrogé en privé sur l'absence de capsules de pilules dans son tube digestif. En 1982, le procureur du district de Los Angeles a rouvert le dossier, mais des blocages politiques ont maintenu les dossiers scellés. Les théories vont du silence imposé par la CIA, craignant que les confidences intimes de Monroe révèlent des complots cubains, à une vengeance de la mafia contre les Kennedy. D'autres évoquent une overdose accidentelle. Monroe, incapable de dormir, a mélangé du chloralhydrate avec du Nembutal sous les ordres d'un médecin. Pourtant, le téléphone dans sa main suggère un dernier appel à l'aide avortée. Sa veillée aux chandelles a attiré 100 000 personnes en deuil. Mais le véritable mémorial est une interminable débat. La plus grande star d'Hollywood s'est-elle éteinte elle-même ou sa lumière a-t-elle été délibérément éteinte? Jean Harlow, 1937. Surnommée la blonde platine, Jean Harlow électrisait le public de l'ère de la Grande Dépression, avec sa sexualité franche et son humour subtil. En 1937, elle était la principale attraction de MGM, tournant Saratoga face à Clark Gable lorsqu'elle s'est effondrée avec des nausées et ballonnée. Les médecins du studio ont écarté cela comme une grippe, l'incitant à retourner sur le plateau. En vérité, Harlow souffrait de néphrite avancée, héritage d'une scarlatine à 15 ans. En 9 jours, son visage s'est gonflé, son souffle sentait l'urine, et elle suppliait « Maman, je ne peux pas respirer ». Les dirigeants de MGM ont interdit les visites, craignant une mauvaise publicité, tandis que sa mère, une scientiste chrétienne dominatrice, s'est opposée à l'hospitalisation. Lorsque les médecins l'ont finalement admise à l'hôpital Good Samaritan, il était trop tard. Harlow est décédée le 7 juin, à l'âge de 26 ans. La cause officielle, insuffisance rénale aiguë. Pourtant, des théories du complot ont pris racine dans le vide. 2 ans plus tôt, le mari de Harlow, le producteur P.
Paul Bern a été retrouvé abattu dans leur maison de Benedict Canyon. La police a parlé d'une fin volontaire après avoir découvert une note. La nuit dernière n'était qu'une comédie. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la mère de Harlow ou Eddie Mannix, homme de main de MGM, aurait mis en scène la scène pour protéger Harlow d'un scandale lié à l'impuissance de Bern, ou à la fin orchestré par son ex-femme dérangée. Certains pensent que les reins de Harlow ont été endommagés par une raclée qu'elle aurait reçue la nuit où Bern est mort, reliant sa mort éventuelle à un acte criminel. D'autres soupçonnent une décoloration toxique des cheveux, sa couleur platine caractéristique venant d'applications hebdomadaires d'ammoniac, Clorox et Lux Flakes, l'empoisonnant progressivement. MGM a refait Saratoga en utilisant des doublures et a transformé ses funérailles en un spectacle publicitaire, interdisant aux photographes de capturer son apparence enflée. La star platine a été enterrée dans une robe blanche sur mesure, son caveau inscrit « Notre bébé ». Bien que sa mort ait été naturelle, le secret entourant sa maladie et la fin non résolue de Bern enveloppent Harlow dans un crépuscule perpétuel. L'ange de Hollywood a jamais piégé entre le vernis des studios et la tragédie chuchotée. Elizabeth Short, La Dahlia Noire, 1947. Le 15 janvier 1947, une jeune mère poussant une poussette à travers un terrain vacant de Leimert Park a aperçu ce qu'elle pensait être un mannequin abandonné. C'était Elizabeth Short, 22 ans, coupée à la taille, vidée de son sang, la bouche tranchée d'une oreille à l'autre, en un sourire de Glasgow. Le meurtrier a nettoyé son corps, l'a posé avec les bras au-dessus de la tête, les intestins repliés sous les fesses et a placé des touffes d'herbe dans les blessures. Une mise en scène rituelle inédite dans les annales de Los Angeles. La presse l'a surnommée Black Dahlia pour sa tenue sombre et son goût supposé pour le film noir de 1946, The Blue Dahlia. Le capitaine de la brigade des homicides du LAPD, Jack Donahoe, a dirigé 750 enquêteurs, interrogé 150 suspects et poursuivi 60 fausses confessions. Un paquet envoyé au Los Angeles Examiner contenait le certificat de naissance de Short, un carnet d'adresses et des notes énigmatiques découpées dans des magazines provoquant la police. Les premiers soupçons se sont portés sur Mark Hansen, propriétaire du nightclub Florentine Gardens, où Short séjournait occasionnellement. Il a admis avoir rejeté ses avances. En 2003, le détective à la retraite Steve Odell a présenté des preuves impliquant son défunt père, le docteur George Odell, dont les chiens du sous-sol du manoir à Hollywood auraient détecté une décomposition humaine. L'écriture de George correspondait aux lettres du Dahlia. Il avait une formation chirurgicale et a été jugé puis acquitté pour inceste. Cependant, les preuves ADN restent non concluantes. D'autres théories mettent en lumière un groupe sadique d'ex-chirurgiens militaires, ou un vagabond solitaire. Les fichiers clés restent scellés par la police de Los Angeles, citant le statut de dossier ouvert. La tombe de Short à Oakland porte l'inscription « Fille bien-aimée », tandis que sa légende démembrée nourrit livres, films et conspirations, une énigme éternelle du noir. Carole Landis, 1948. Glamoureuse et généreuse, Carole Landis a diverti les troupes à travers 2 continents pendant la Seconde Guerre mondiale, parcourant plus de kilomètres avec l'USO que toute autre star. Mais en 1948, l'intérêt des studios a diminué, et elle a entamé une liaison avec l'acteur britannique marié, Rex Harrison. Le 5 juillet, Landis a dîné avec Harrison chez elle à Pacific Palisades, puis elle est allée se coucher dans sa chambre. Le lendemain après-midi, Harrison l'a trouvée sans vie, une Bible ouverte au psaume 23 et un verre de lait près du lit. Le coroner a enregistré la fin par le sec anal. Une note d'adieu à sa mère disait « Je suis désolé, ma chérie. Que Dieu te bénisse. » Pourtant, des questions ont surgi. Harrison a admis avoir passé 1 heure à retirer des lettres d'amour et a appelé son agent de presse avant d'alerter la police. Des amis se souvenaient de l'optimisme de Landis. Elle avait signé un nouveau contrat avec Fox et acheté des meubles ce matin-là. La deuxième note manquante aurait été adressée à Harrison. Disparu. Certains croient qu'Harrison a rejeté sa demande de divorce cette nuit-là, ce qui aurait poussé à une overdose impulsive. D'autres murmurent qu'il aurait fourni les pilules ou retardé l'aide suffisamment longtemps pour la condamner. Les studios ont protégé Harrison et les tabloïds ont dépeint Landis comme une has-been au cœur brisé. Aujourd'hui, sa pierre tombale à Forest Lawn ne porte que son nom de naissance, Frances Riester. La pin-up aux yeux pétillants qui remontait le moral des soldats reste éclipsée par un dernier acte encore débattu à voix basse. Dorothy Dandridge, 1965.
La pionnière Dorothy Dandridge a brisé les barrières avec son rôle nominé aux Oscars dans Carmen Jones, 1954. Pourtant, le racisme systémique ne lui laissa que peu de rôles par la suite. En 1965, elle fit face à la faillite, à un retour raté dans les nightclubs et à la responsabilité de sa fille internée, Arolyn. Le 8 septembre, son manager, Earl Mills, l'a trouvée dans son appartement de Sunset Strip, nue sur le sol de la salle de bain, le téléphone pendant. Le coroner a conclu à une intoxication aiguë à l'imipramine, antidépresseur, mais n'a pas pu déterminer si elle était accidentelle ou suicidaire. Des pilules étaient éparpillées, certaines dissoutes dans un verre d'eau. Pourtant, des amis ont noté que Dandridge avait l'habitude de couper des comprimés pour ajuster la dose, laissant entendre une erreur de calcul. Des ecchymoses sur ses tibias et une petite fracture au pied suggéraient une chute avant sa mort. Mills a affirmé qu'elle lui avait téléphoné quelques heures plus tôt, ravie d'une résidence à Las Vegas. En revanche, les relevés financiers ont révélé qu'elle n'avait que 2,14 $ sur son compte bancaire, alimentant les théories. Les murmures de conspiration impliquent le partenaire d'affaires douteux, Jerry Rosenthal, qui a détourné ses fonds et l'aurait prétendument visité cette nuit-là. La police n'a trouvé aucune trace d'effraction. En 2000, une réexamination des lames d'autopsie a proposé une embolie, due à une blessure au pied. Mais la cause officielle est restée une overdose de drogue. Les cendres de Dandridge reposent à Forest Lawn. Son héritage brille de plus en plus chaque année, mais l'ambiguïté de ses derniers instants perdure. Une tragique coda à une carrière que Hollywood n'a jamais pleinement laissé s'épanouir. Bobby Fuller, 1976. Le 18 juillet 1966, le musicien de rock Bobby Fuller, âgé de 23 ans, a été découvert dans son Oldsmobile, devant son appartement à Hollywood. Le corps imbibé d'essence, le visage contusionné, saignant de la bouche. Le LAPD a inscrit le décès comme une asphyxie accidentelle, due à l'inhalation de vapeur d'essence. Les fans étaient perplexes. Le groupe de Fuller, le Bobby Fuller Four, avait eu 2 succès dans le top 40 et il venait de négocier une tournée nationale. Les photos d'autopsie révèlent des hémorragies pétéchiales et des abrasions aux mains compatibles avec une agression. Des témoins ont vu des hommes non identifiés suivre Fuller quelques jours avant. Des rumeurs ont lié le meurtre au magnate du disque, lié à la mafia, Maurice Levy, à cause de litiges sur les droits d'auteur, ou à la corruption au sein du LAPD, impliquant l'officier des stupéfiants Eddie Nash. La petite amie de Fuller, Melody, a affirmé qu'il avait été forcé dans une voiture quelques heures plus tôt par 3 hommes en costume. La police n'a pas pris d'empreintes sur le véhicule ni interrogé les voisins de manière approfondie. Le frère Randy Fuller fait campagne depuis des décennies pour rouvrir l'affaire, citant des preuves manquantes et des coercitions. Malgré les pétitions, le LAPD maintient que le dossier est clos. L'hymne posthume de Fuller, I Fought the Law, résonne maintenant avec une étrange prophétie. Un artiste qui a défié des intérêts puissants et payé le prix ultime inexpliqué. Ramon Novarro, 1968. L'idole de l'ère du muet. Ramon Novarro a vieilli gracieusement en célibataire reclus, vivant dans un manoir de style espagnol à Los Feliz. La nuit d'Halloween 1968, les frères Paul et Tom Ferguson, âgés de 22 et 17 ans, lui ont rendu visite après avoir répondu à l'annonce d'escorte de Novarro. Le lendemain matin, la secrétaire de Novarro l'a trouvé bâillonné avec un artichaut argenté, les poignets liés par un cordon de téléphone, battu avec une canne. 5 600 $ manquaient, bien que la police ait trouvé 44 000 $ cachés dans la maison. Alimentant les rumeurs, les meurtriers recherchaient un collier mythique offert par Rudolph Valentino. Les frères Ferguson ont avoué le vol qui s'est transformé en homicide, alléguant que Novarro avait fait des avances sexuelles. Les avocats de la défense ont dépeint Novarro comme un dégénéré prédateur. Pourtant, le jury les a condamnés pour homicide au 2e degré, mais les peines étaient légères. La réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Ils ont tous deux été libérés en moins de 2 décennies. Les militants ont dénoncé un biais homophobe qui présentait la victime comme coupable, non résolu. Qui a informé les frères de la fortune de Novarro? D'autres ont-ils orchestré l'attaque? Certains pointent du doigt des réseaux d'extorsion organisés visant des acteurs cachés, facilités par des policiers corrompus. La fin brutale de Novarro a révélé la corde raide périlleuse sur laquelle les artistes LGBTQ+ évoluaient dans le Hollywood du milieu du XXe siècle. Un succès construit sur la dissimulation, toujours vulnérable face à ceux qui trafiquaient en secret et en violence. Thomas Ince, 1924. Lors du week-end du 15 novembre 1924,
Le pionnier du cinéma, Thomas Harper Ince, monta à bord du yacht somptueux du magnate de la presse William Randolph Hearst, l'Oneida, pour ce qui était annoncé comme une croisière d'anniversaire. Également à bord, l'actrice Marion Davis, la maîtresse de Hearst, le génie comique Charlie Chaplin, la chroniqueuse Luella Parsons, et une petite suite de stars d'Hollywood. 2 jours plus tard, Ince a été précipitamment débarqué à San Diego et est mort en route vers Los Angeles, son corps rapidement incinéré. Les médias de Hearst ont annoncé un arrêt cardiaque causé par une indigestion aiguë. Les rumeurs se sont instantanément déclenchées. Certains ont affirmé que Hearst, dans un accès de jalousie, avait pris Ince pour Chaplin, dans la cabine assombrie de Davis, et tiré avec un pistolet, le bruit étant étouffé par le groupe de jazz du navire. D'autres ont murmuré que le valet de Chaplin avait vu Ince être transporté à terre avec une blessure par balle à la tête. Luella Parsons, alors une rédactrice modeste, aurait quitté le yacht en brandissant un contrat à vie avec Hearst Newspapers, alimentant les rumeurs de pots de vin. Le certificat de décès officiel indiquait une angine de poitrine, mais aucune autopsie n'a été réalisée, et les autorités fédérales n'ont jamais interrogé les passagers. La veuve d'Ince, Nell, est partie pour l'Europe avec ses enfants et a refusé les interviews. Des décennies plus tard, les journaux intimes du réalisateur King Vidor et du confident de Chaplin, Harry Crocker, ont répété l'histoire de la fusillade, bien que les deux aient admis ne pas avoir de preuves. Seulement des rumeurs d'initiés et le silence curieux qui a suivi. Ince, le père du western, qui a révolutionné la production en studio avec son lot à Incevel, a disparu derrière un rideau de coups de feu murmurés et de complicité journalistique. Sa crémation soudaine, la mainmise de Hearst sur la presse et l'amnésie sélective de l'élite hollywoodienne ont forgé l'une des premières et des plus durables légendes d'Hollywood. Une histoire d'origine pour le code du silence qui masquerait d'innombrables scandales à venir. Olive Thomas, 1920. Une fée de l'ère du jazz avec des yeux violets et un sourire espiègle. Olive Thomas a fait une ascension fulgurante des Ziegfeld Follies à la sensation du cinéma muet en seulement 4 ans. En septembre 1920, elle partit en vacances à Paris avec son mari Jack Pickford, frère de l'Amérique chérie, Mary Pickford, espérant réparer un mariage tempétueux entaché par l'abus de substances et l'infidélité mutuelle. Aux petites heures du 5 septembre, Thomas entra en titubant dans la salle de bain de leur hôtel Ritz et avala une forte dose de bichlorure de mercure, un composé corrosif prescrit à Jack pour une syphilis chronique. Elle cria « Oh mon Dieu !» réveillant Jack, qui essaya en vain de lui faire vomir. Après 5 jours agonisants, Thomas est morte, son œsophage brûlé à vif, ses reins défaillants. Les autorités françaises ont conclu à un accident, mais les gros titres chez elles criaient au scandale. Les colonnes de potins ont spéculé que Thomas avait découvert la dernière liaison de Jack, ou une grossesse secrète. D'autres ont proposé un scénario plus sombre, selon lequel Jack, réputé violent lorsqu'il est ivre, aurait forcé le poison sur elle. La bouteille portait une étiquette française avec un crâne et des os croisés. La confusion linguistique a-t-elle joué un rôle? Les publicistes hollywoodiens ont raconté des histoires d'identité erronée entre des bouteilles de médicaments, mais les initiés murmuraient des querelles alimentées par la drogue dans les boîtes de nuit de Montmartre. La famille Pickford a utilisé son influence. Les témoins sont revenus sur leurs déclarations et une enquête rapide a exonéré Jack. Pourtant, des murmures persistaient, selon lesquels le réparateur de studio, Charles Hayton, avait facilité la diplomatie pour éviter le scandale. Les funérailles d'Olive à New York ont attiré des milliers de fans en larmes, mais le cercueil ouvert révélait un visage ravagé par les produits chimiques, rapidement voilé par des lys. Son fantôme, disent certains, erre dans le New Amsterdam Theatre, où elle a dansé autrefois, une figure d'avertissement scintillant dans une lumière bleue. Que ce soit un accident tragique ou une mélodrame conjugale qui a tourné au fatal, la mort d'Olive Thomas est devenue le premier scandale hollywoodien international. Preuve que même à ses débuts, la fabrique de rêves pouvait fabriquer cauchemar. Virginia Rappe, 1921. Week-end de la fête du travail, 1921. Le comédien Roscoe Fatty Arbuckle a organisé une fête mouvementée dans la suite 1219 du San Francisco Hotel de San Francisco, Francis Hotel. Parmi l'alcool de contrebande et le jazz, l'actrice et designer de mode, âgée de 26 ans, Virginia Rappe, s'est effondrée, criant de douleur. 4 jours plus tard, elle est morte de péritonite, causée par une rupture de la vessie. Une autre invitée, Maude Delmont, a dit à la police qu'Arbuckle avait traîné Rappe dans une chambre, verrouillé la porte
et l'avait agressé avec une force brutale. Les journaux ont explosé, avec des affirmations sensationnelles, que le poids de 266 livres, écrasé l'étoile rap ou l'a violenté avec une bouteille de champagne. Arbuckle a insisté sur le fait qu'elle est tombée malade après avoir bu beaucoup et qu'il a appelé des médecins immédiatement. 3 procès sensationnels ont suivi. Les 2 premiers se sont terminés par des jurys incapables de se prononcer. Le 3e acquitta Arbuckle avec des excuses écrites sans précédent de la part des jurés. Pourtant, le mal était fait. Son contrat de 3 millions de dollars avec Paramount déchiré. Film interdit, carrière ruinée. Des experts médicaux ont témoigné que Rapp souffrait de cystite chronique et avait subi plusieurs avortements illégaux, rendant sa vessie vulnérable. Mais les procureurs ont soutenu que le traumatisme avait accéléré la rupture. Delmont, le témoin clé de l'accusation, fut démasqué comme un maître chanteur condamné et interdit de témoigner au procès. Pourtant, son affidavit initial avait déjà entaché la réputation d'Arbuckle. Will Hayes, le médiateur de Paramount, cita plus tard le scandale lorsqu'il imposa les premières directives morales d'Hollywood. Les théories du complot perdurent. Certains disent que Delmont a orchestré l'accusation pour faire chanter Arbuckle. D'autres suggèrent que des rivaux de studio l'ont piégé pour stopper son lucratif nouvel accord de distribution. La propre voix de Rapp s'est perdue parmi les croisés moraux et le journalisme à sensation, laissant son destin comme une chambre d'écho du pouvoir masculin, de la vulnérabilité féminine et de la machine naissante des tabloïds. 100 ans plus tard, la question persiste. Virginia Rapp a-t-elle été victime d'une agression, d'un malheur médical ou d'une diffamation cynique qui a détruit 2 vies en un seul titre catastrophique? Ted Healy, 1937, surtout connu comme le vaudevillien volatile, qui a créé Ted Healy et ses Stooges. Le comédien Ted Healy a célébré la naissance de son fils le 21 décembre 1937 avec une soirée de cocktail au Trocadero Club de Hollywood. À l'aube, il gisait inconscient devant son appartement, le visage meurtri, le crâne fracturé. Il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital Saint-Vincent. Le certificat de décès mentionnait une néphrite toxique aiguë provoquée par l'alcoolisme, mais des témoins ont signalé que Healy se battait avec la star de MGM Wallace Beery, le producteur Albert Cubby, Broccoli, et le propriétaire de bordel Pat DiCicco dans le parking du club. Les dirigeants du studio auraient précipitamment envoyé Beery en vacances en Europe le jour suivant, tandis que le LAPD a consigné des déclarations minimales et classé le dossier. Le chroniqueur Sidney Skolsky a affirmé que Broccoli se vantait d'avoir roué quelqu'un de coups, avant de se rétracter sous pression. Le coroner Frank Webb a initialement indiqué homicide, traumatisme contondant, mais a révisé cela après l'intervention d'Eddie Mannix, le réparateur de MGM. Des photos d'autopsie divulguées plus tard ont révélé de profondes lacérations au front, incompatibles avec une simple chute. La veuve de Healy, Betty, a soutenu qu'il avait été tué par des brutes de studio, mais n'avait pas le pouvoir de combattre le système. Beery est revenu d'exil quelques mois plus tard, carrière intacte. DiCicco a continué à fréquenter des gangsters et des starlets. Broccoli a continué à produire la franchise James Bond. Pendant ce temps, le nom de Healy s'est estompé, éclipsé par le succès fulgurant des 3 Stooges qu'il avait autrefois dirigés. Sa fin mystérieuse reste une note sombre à l'âge d'or d'Hollywood, quand l'influence d'un studio pouvait réécrire un certificat de décès aussi facilement qu'un scénario, et que la dernière réplique d'un comique était engloutie par le silence. Natalie Wood, 1981. Dans la nuit froide du 28 novembre 1981, le yacht de 20 mètres Splendour se balançait doucement au large de l'île Catalina jusqu'à ce que la panique brise le calme. Natalie Wood, étoile rayonnante de West Side Story et la fureur de vivre, a disparu du pont peu après minuit. Des heures plus tard, une patrouille du shérif a trouvé son corps à la dérive, vêtu d'une chemise de nuit en flanelle, d'une veste rouge en duvet et de chaussettes en laine bleue. Le coroner a qualifié la mort de noyade accidentelle. Pourtant, l'autopsie a révélé des ecchymoses sur ses bras, ses jambes et son visage, plus une abrasion récente sur sa joue gauche. Pourquoi une aquaphobe de longue date aurait-elle affronté seule la houle obscure du Pacifique? Le capitaine Dennis Davern a plus tard juré qu'une dispute entre Wood et son mari Robert Wagner avait éclaté à propos de l'acteur Christopher Walken. Davern affirme que Wagner a brisé une bouteille de vin en criant « Essayes-tu de séduire ma femme ?» avant que la starlette ne monte furieuse sur le pont. Il allègue également que Wagner a retardé l'appel à l'aide par radio pendant plus d'1 heure, lui ordonnant de la chercher plutôt que d'appeler les gardes-côtes.
Les enquêteurs ont noté que l'annexe du yacht n'avait pas sa clé, ni son taquet d'aviron, ce qui suggère un lancement précipité et maladroit. En 2011, le département du shérif du comté d'Angeles a rouvert l'affaire. Le coroner a modifié la cause du décès en noyade et autres facteurs indéterminés, citant le moment probable des ecchymoses avant son entrée dans l'eau. Wagner a été reclassé comme personne d'intérêt, mais aucune accusation n'a été portée. Des amis se souviennent que Wood confiait que l'eau est maléfique et craignait d'être assassiné sur un bateau. Des décennies plus tard, le Pacifique garde toujours son secret. Nathalie a-t-elle glissé, fui ou a-t-elle été poussée? Dans la mémoire collective d'Hollywood, sa dernière nuit demeure un tableau noir, éclairé par la lune, chuchoté et non résolu.